Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne Déclic. Aujourd'hui on va parler de Twitter Inc. Qui disparaît et donc le plan de Elon Musk qui est en train de petit à petit se réaliser. Je vous en parle juste après l'intro, c'est parti. Allez, bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue pour cette matinale. Pas mal de monde ce matin sur le stream, c'est très très cool. Si vous regardez ça en replay, n'hésitez pas évidemment à nous rejoindre en direct sur Twitch les mercredis et vendredis à 8h30. On passe 1 heure ensemble pour démarrer la journée, c'est plutôt cool. Alors les amis, aujourd'hui on va parler au niveau du programme. On va commencer avec un article du siècle digital et donc Twitter Inc. Qui disparaît, qui a totalement disparu du coup. Nico qui dit coucou YouTube. Hello Margot, content de te voir également ce matin. Et la proposition de stream à 4 avec grand plaisir les amis, il n'y a pas de souci. Donc on commence avec cet article du siècle digital qui nous dit que Twitter Inc. a disparu officiellement. Donc Twitter Inc. n'existe plus. Et a été absorbé par la X Corp, donc d'Elon Musk. C'est dans le cadre d'un plan bien plus général, c'est pas juste un changement de nom, donc on en parlera. On parlera également de l'airdrop pour Google qui est arrivé, donc ça s'appelle pas airdrop pour le coup, mais vous savez, airdrop c'est pour les utilisateurs d'Apple, c'est le transfert de fichiers entre appareils Apple. Et donc il y a un peu un équivalent qui est arrivé côté Google, on regardera ça. Google et puis Android, etc. quoi. Ensuite, une loi qui est passée, là c'est plus sur de l'actualité, je dirais e-commerce. Une loi qui est passée qui va contraindre en fait Amazon notamment à imposer une livraison à minimum 3 €. Donc on en reparlera pour essayer de contrer un peu je dirais la suprématie d'Amazon vis-à-vis de certaines librairies. Donc c'est plus sur de la partie, je dirais, e-commerce là pour le coup. Ensuite, on testera une extension que j'ai trouvé plutôt cool qui permet d'intégrer ChatGPT à peu près partout. Et on essaiera de faire une démonstration. Et c'est assez cool parce que du coup, en fait, c'est vraiment multi... et pas de nécessité, par exemple, je sais pas moi, si vous l'utilisez dans le cadre de Gmail ou de plein de choses, ça s'intègre relativement bien. Alors cet article, je sais pas si on en parlera, si on aura le temps, mais bon, voilà. On parlera peut-être potentiellement, selon le temps, de Symfonium, qui est une espèce de projet français, en tout cas européen, de cloud, voilà, qui se ferait en partenariat notamment avec OVH Cloud, enfin qui serait d'ailleurs l'acteur majeur OVH de ce gros projet. Et puis après quelques actus un peu plus légères dont on pourra discuter tous ensemble. Voilà, donc gros programme les amis. Avant de commencer, je vais vous partager plusieurs choses. D'abord, sachez que sur notre chaîne YouTube principale, donc on a 2 chaînes YouTube. Si vous tapez Déclic sur YouTube, c'est la chaîne principale. Et après, vous pouvez taper Déclic Replay. Et là, c'est les replays un peu de ce qu'on a, enfin des matinales. Et donc sur la chaîne principale, on a sorti une nouvelle vidéo, donc qui est en fait une vidéo avec Shubham Sharma, Camille Blanchot et puis on a également Alexis de chez Contournement qui nous parle du coup de Notion et de No Code. Donc c'était une interview qu'on avait faite en direct qui était vraiment très très cool. Et donc cette première partie en fait va aborder l'aspect de Notion et surtout le fait que Notion peut vite devenir très contre-productif et donc tous les travers dans lesquels il ne faut pas tomber en fait si jamais vous voulez bien prendre en main l'outil. C'est une interview hyper intéressante et donc très prochainement il va y avoir aussi une vidéo que l'on va sortir sur la Jamstack. On a fait une soirée Jamstack avec Benoît notamment et donc j'ai tous les éléments pour pouvoir sortir la vidéo, donc ça devrait arriver très très prochainement. Si c'est pas déjà fait, allez vous abonner. On a passé les 1100 abonnés, c'est incroyable. Je lis un petit peu le chat que je rate pas parce que sinon après je vais avoir du mal à rattraper tout ça. Olivier qui met les buildings de Twitter a été repeint aussi propre avec des formes féminines dessus, merci. Ah ouais, c'est premier degré ou pas ça? On dirait un nom de boîte, mais ouais non, X Corp. Alors moi c'est Nico, ça me fait penser à comment ça s'appelle dans Mister Robot, je crois qu'il y a une entreprise comme ça, alors je sais plus comment ça s'appelle, Mister Robot, la série, une espèce de corporation là, comment ça s'appelle ce truc? La E-Corp, c'est ça, c'est la E-Corp. Donc c'est un peu les méchants, etc., ça me fait penser à ça. Et OVH va mettre ses serveurs européens à Strasbourg. Alors je ne sais pas, si tu fais référence au fait que ça a brûlé il y a quelques temps, je ne sais pas. Donc plus, coucou à toi, très content de te voir ce matin. Ah super ce petit emoji. Ah c'est Popcorn, ok cool.
Euh, j'ai lu l'article. Ah ok d'accord, ok Olive, je savais pas. Donc voilà, première annonce du coup, n'hésitez pas à aller voir cette petite vidéo et puis à aller mettre un petit pouce vers le haut si jamais ça vous plaît. Ensuite, autre chose, j'ai eu la bonne surprise de découvrir ce matin que l'épisode de If This and Dev dans lequel j'apparais est publié. Donc voilà, petite annonce, si jamais vous voulez découvrir un petit peu la discipline du web créatif, sachez que, boum, regardez-moi ça, pas beau ça? Je suis dans le dernier épisode du coup de If This and Dev, qui est un super podcast pour très orienté tech et développeurs, animé par Bruno Soulez, qui est quelqu'un de vraiment hyper sympathique. Vous l'avez en format podcast, donc sur toutes les plateformes je pense, et vous l'avez également en format YouTube, si jamais vous voulez voir ma petite trombine. Tadam! Voilà. Donc du coup c'est un truc qu'on a fait, je crois, c'était la semaine dernière, voilà, si je dis pas de bêtises. Et donc c'est une intro un peu à tout ce qui est web créatif, où on parle un petit peu, on échange un peu là-dessus, et voilà, ça dure 1 heure, c'était très sympathique, très sympathique. Nico qui dit il a déjà téléchargé, ouais, alors en plus je suis assez impressionné parce qu'au départ il m'avait dit que comment ça s'appelle, en fait il a toute une automatisation. D'ailleurs j'ai un sujet à vous dire juste après sur ça, j'ai un petit truc à vous dire. Il a fait toute une automatisation, en fait tous ces épisodes sont automatisés, enfin toute la création de contenu on va dire est automatisée. Et je vais remettre un petit écran, ça me perturbe de me voir en gros comme ça. Et en fait du coup... il sait pas en fait quand est-ce que les épisodes sortent. Et moi il m'avait annoncé ça plutôt je crois en été, et puis en fait j'ai eu la bonne surprise de voir que l'épisode est sorti. Il me l'a annoncé hier, du coup ben voilà. Donc c'est plutôt cool. J'ai pas mal complété au niveau des références que j'évoque à l'intérieur du comment ça s'appelle, pendant l'interview. J'ai essayé de compléter, de mettre à peu près tous les liens. Évidemment s'il y en a que vous voulez d'autres que j'aurais pas forcément cité, n'hésitez pas à m'écrire. L'interview dure 1 heure, donc je suis pas allé voir vraiment tout pour être sûr de ne rien oublier, mais voilà. En tout cas, c'est cool parce que ça permet d'avoir un bon support, on va dire, pour une introduction au web créatif. Et j'en ai une deuxième aussi que j'avais faite, c'était pour un festival en ligne, la Conf Game, mais la vidéo n'est pas encore sortie. Donc voilà, n'hésitez pas, ifttd.io, c'est très cool ce qu'ils font, et allez lâcher des pouces bleus et puis des bonnes notes sur les podcasts parce que vraiment c'est un très bon podcast. Dernière chose avant de commencer la matinale, la prochaine interview. Du coup qui aura lieu la semaine prochaine. Hop, alors attendez, je vais me mettre en plein écran. Voilà. Lundi 17 avril à 18h. On va accueillir donc Silver le Dev et Romain Lantz, du coup, qui sont deux développeurs et créateurs de contenu. Et donc on va parler de la fameuse, comment dirais-je, de la fameuse légende du développeur ou de la développeuse créatif. Donc voilà, ça va être un sujet sympa. On va essayer de parler de ça, de voir si oui ou non est-ce que c'est possible d'être développeur full stack, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Voilà, c'est plus un sujet après de débat. Le but étant effectivement ensuite d'avoir un peu un point d'échange. Et donc je suis très content d'accueillir Silver et Romain. Ça fait quelques temps effectivement qu'on sentait qu'on allait potentiellement faire un stream ensemble, et du coup ça se concrétise, donc c'est très cool. Voilà un petit peu pour les annonces, les amis. N'hésitez pas évidemment à noter tout ça dans vos petits carnets de notes. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, alors Bruno, justement, pour conclure là-dessus, qui me parlait d'automatisation, il automatise tout son process de création, machin. Potentiellement, il devrait venir. Alors, je lis qu'un peu, mais bon, c'est pas grave, hein, on est entre nous. Potentiellement, il devrait venir en interview, nous parler justement de tout ça, donc de l'utilisation qu'il a du no-code en tant que développeur. Et ça fait longtemps que j'ai envie d'accueillir une personne sur ça, c'est-à-dire le no-code, mais vu du point de vue de quelqu'un qui dev. Et donc potentiellement, en théorie, il devrait venir sur des clics pour une interview, pour nous montrer tout son process en fait de création. Comment est-ce qu'il a tout automatisé en fait, et comment les choses se font. Donc ça, je suis trop content de l'accueillir, et voilà, il m'a confirmé que normalement c'était bon, donc je pense que je peux déjà en parler. Voilà pour les annonces. Je relis les commentaires. Tompus qui met yes, j'écoute souvent IFTTD. Ouais, c'est un super podcast, hein. Honnêtement c'est vraiment très cool. Moi j'ai écouté d'autres épisodes, et en vrai franchement c'était vraiment chouette d'enregistrer là-bas et de découvrir en même temps, même si je connaissais un petit peu de nom.
Nico Kimi, c'était comment? Alors Nico, sachez que c'est grâce à Nico que j'y suis allé parce que c'est lui qui nous a mis un peu en relation et donc j'en suis ravi. Ben, c'était très très bien, c'était très très bien, comme tu pourras peut-être aller voir la vidéo et tu verras, on a passé un très très bon moment. Ravi de t'entendre chez Bruno, ben merci beaucoup Tom. Grave stylé, félicitations à toi. Tu pèses dans le game, non je ne suis pas sûr JP, mais c'est gentil en tout cas du compliment. Je passe toujours par le podcast, j'avais jamais vu qu'ils avaient un format vidéo d'Itompus. Ouais, si, ouais, sur YouTube ils enregistrent et du coup ils repostent. Donc voilà. Atomisty, salut à tous. C'est dur de donner une définition du web créatif. Effectivement. Alors moi j'essaie de donner un peu mon approche à moi. Après voilà, c'est plus un ressenti depuis le temps que j'en parle un petit peu de comment est-ce que je caractériserais ça. Mais effectivement c'est pas simple. Voilà, j'essaye de placer avec mes mots en tout cas. Tompus, il y a déjà eu plusieurs intervenants sur le sujet, c'est très intéressant. Et Nico qui dit essaye de voir avec Durs pour venir sur le dev créatif. Le bug est trop fort. Ah, cool. Bah écoute, on en parle un peu si tu veux. J'ai vu dinguerie chez certains utilisateurs sur YouTube. Je ne sais pas combien de temps ils ont passé, à mon avis, des semaines. Ah ouais, non mais sur l'automatisation, il y a plein de choses à faire. Et ça te fait gagner un temps fou. Et du coup, ouais, je sais pas, moi c'est un truc sur lequel je bosse pas mal en ce moment. Et voilà, parce que c'est, ne serait-ce que intellectuellement parlant, je trouve ça très intéressant. Alors les amis, on commence avec la première actualité du jour. Et donc la disparition de Twitter Inc., article de siècle du digital. Twitter Inc. qui est un peu qui est la corporation qui gère Twitter. Et c'est pas anodin cette disparition et ce changement, cette absorption. Parce que c'est dans le cadre d'un plan beaucoup plus large d'Elon Musk. Moi j'en viens même à la question de me dire est-ce que en fait Twitter, le terme Twitter va pas disparaître parce que c'est pas exclu que le nom disparaisse tout simplement. Alors, je baisse un peu mon son. Alors, que dit cet article? On regarde ça rapidement, réagissez dans le chat, et puis je relis vos commentaires juste après, on échange. Donc, Twitter en tant qu'entreprise n'existe plus. La société a révélé dans un document déposé auprès du tribunal ou des tribunaux le 4 avril qu'elle avait fusionné avec X Corp, l'entité qui devrait devenir la future super application d'Elon Musk. L'absorption du réseau social est effective depuis le 15 mars dernier. X, donc ça c'est ce qu'a tweeté sobrement Elon Musk le 11 avril, rendant public de manière implicite la fusion entre Twitter et X Corp. Twitter Inc. a été absorbé par X Corp et n'existe plus. Voilà, ça c'est ce qui est décrit. Le patron de SpaceX a de plus grands projets pour le géant des réseaux sociaux, et ce depuis son acquisition en octobre dernier. Le 5 octobre, il expliquait que l'achat de Twitter est un accélérateur de la création de X, l'application universelle. Il estime que l'acquisition de la plateforme pourrait permettre de rapprocher la sortie de X de 3 à 5 ans. Donc voilà, vraiment un projet X, un projet qui serait en tête depuis pas mal de temps et qui est vraiment très très concret. Et du coup, l'acquisition de Twitter permettrait de catalyser un peu la chose et de la concrétiser de façon beaucoup plus rapide. Le nom de la super application d'Elon Musk n'a pas été choisi au hasard, ça fait référence à X.com, sa banque en ligne fondée en 1999. Cette dernière fusionnée en mars 2000 avec Confinity pour donner naissance à PayPal. Le milliardaire veut faire de X l'application similaire une application similaire au service du chinois Tencent, WeChat. Donc WeChat qui est une appli un peu universelle mais qui est plutôt utilisée en Chine. L'un des changements pour y parvenir serait d'intégrer une fonctionnalité de paiement en ligne au réseau social pour faciliter l'échange de fonds à moindre frais autour du globe. Je crois que mon son est un poil fort. Voilà. Lors d'une conférence organisée par la banque Morgan Stanley en mars, relayée par Social Media Today, il assurait qu'il est possible de devenir la plus grande institution financière du monde simplement en offrant aux gens des options de paiement pratiques. Pour lui, PayPal est une version intermédiaire des possibilités du secteur de la finance en ligne. La fusion entre Twitter et X-Corp constitue une première étape vers la sortie de sa super application censée supplanter l'un de ses premiers succès d'entrepreneur. Donc l'idée c'est ça, c'est qu'il veut vraiment aller beaucoup plus loin que PayPal. Et faire en fait une application vraiment universelle sur laquelle à la fois on aurait toute la partie réseaux sociaux et les paiements, etc. Faire avoir un vrai service financier et vraiment s'implanter sur le marché de la banque en ligne, etc. Alors les amis, est-ce qu'on y croit, est-ce qu'on n'y croit pas, est-ce que c'est possible? Je ne sais pas, dites-moi ça dans les commentaires et je lis
tout ce que vous avez déjà écrit. Alors... Alors Olivier qui réagit du coup sur la partie Notion, c'est par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure. Quand je vois ces configurations aussi avancées, il y a un très gros danger. Notion plante à un moment, tu ne peux plus rien faire. Je préfère... ouais, tu préfères mettre en fait tes œufs dans plusieurs paniers. Je comprends. X a aussi été la première société d'Elon Musk avant que ça devienne PayPal. C'est effectivement ce qu'a l'air de dire en tout cas cet article. Elon adore aussi cette lettre, ok. Tu vois le rapprochement de PayPal avec Twitter, et quand PayPal a les frais les plus chers actuellement, tu vois bien le source de financement. Ben, effectivement, alors déjà il a fait un très très gros boulot, je pense, au niveau de la rentabilité de Twitter. Là actuellement, je pense que entre tout ce qu'il a dégagé au niveau des dépenses à peu près qu'il considérait inutiles, on va dire, ou futiles, et plus toute la partie modèle économique, hein, aujourd'hui, typiquement, tu as les accès gratuits qui ont été coupés, je crois, il y a un jour ou deux. Tous les accès gratuits à l'API ont été coupés, alors quand tu as vraiment une utilisation intensive, style si tu es une boîte SaaS par exemple qui se base sur l'API de Twitter ou ce genre de choses, tu dépenses, alors je sais plus le prix, mais c'est genre en centaines d'euros par mois, quoi, je sais plus exactement. Donc ça, plus le Twitter Blue, même si j'ai lu que apparemment ça décolle pas comme il le voudrait, mais petit à petit il va y arriver parce que il va rajouter de plus en plus de fonctionnalités. Là je sais que par exemple on en parlait l'autre jour, l'onglet pour vous par exemple qui n'est accessible que pour les tweets de gens qui ont Twitter Blue. Enfin, petit à petit je pense qu'il va y arriver à pousser les gens en fait à aller sur Twitter Blue. Mais effectivement, s'il y avait une fusion avec PayPal, alors je sais plus, PayPal il n'en est plus le propriétaire de mémoire, je crois pas, je sais plus. Attendez, vous me filez le doute là. PayPal Wiki. Est-ce qu'il est encore propriétaire ou pas, je ne sais plus. Ou est-ce qu'il a non, je crois qu'il a des parts, il me semble, mais qui fait plus partie de la boîte. Personnage clé Elon Musk, blablabla. Voyons voir si je tape Musk. Ouais, c'est ça. Le même mois, Musk est remplacé. Là, ouais. Alors, il y a peut-être des billes dedans, mais effectivement, il est plus dans la boîte. Mais effectivement, ça pourrait être une fusion possible. Parce que je pense que mettre en place quand même des systèmes de paiement et tout, c'est quand même pas la portée de tous. Et donc, peut-être que ça le... Je pense que les deux auraient y gagné potentiellement. Alors Tom qui dit on n'y croit pas, on commence à s'habituer aux énonces et aux promesses d'Elon. Donc selon toi, il n'y aurait pas de... Ce projet de super application ne fonctionnerait pas, ou est-ce que tu penses que genre c'est purement pour faire parler? Dans la technique, enfin techniquement parlant, c'est possible, hein. Il peut effectivement sortir quelque chose qui soit un peu un concurrent à WeChat. Après, est-ce que ça prendra ou pas, ça je sais pas, parce que le marché est assez... concurrence est plutôt rude. Après, au niveau de la faisabilité technique, je pense que c'est faisable, hein, mais voilà, reste à savoir si est-ce que c'est la bonne vision ou pas. Olivier qui met, ça a du sens d'avoir Twitter s'il veut faire un WeChat de l'Ouest. Tu imagines alors la construction d'une place de marché à l'Amazon. Ils sont trois à avoir construit PayPal, ils se suivent toujours, t'inquiète, même si... Oui, c'est sûr. Techniquement parlant, c'est possible, ils l'ont fait en Chine. Ben ouais, alors... Après, voilà, c'est plus, est-ce qu'au niveau des pratiques, est-ce que c'est quelque chose qui va prendre ou pas? Mais en tout cas, moi, j'ai l'impression quand même que c'est hyper concret. Dans tous les articles que je lis chaque semaine, j'ai l'impression que là, c'est une autre étape, une autre pierre à l'édifice, mais c'est une vraie étape de dire, Twitter... moi, ça m'étonnerait pas que même le mot Twitter disparaisse d'ici quelques temps. Au niveau marketing, ça serait un très gros... coût. Après ça serait un très gros coût par contre de devoir refondre la marque, etc., j'imagine, mais un gros coût mais un gros coût avec un P marketing pour dire voilà, pour vraiment faire parler du réseau et puis le relancer dans une nouvelle dynamique, l'espèce de nouvelle ère sous Elon Musk, quoi. Donc voilà, en tout cas c'est je pense une étape clé, une étape primordiale. On verra comment est-ce que ça va progresser et est-ce que ce projet X du coup devrait voir le jour. Il parle de 3 à 5 ans, sachant que ça a été acheté le 5 octobre, c'est ça? Non, ça a été acheté en octobre dernier, donc bon, on wait and see, mais en tout cas ça a l'air de se concrétiser.
On enchaîne du coup les amis avec l'article suivant qui est donc un article de l'éclaireur Fnac qui nous parle de l'airdrop de Google qui est arrivé en bêta sur les PC Windows. Xavier qui met s'il peut envoyer des fusées, il peut faire un WeChat, je pense aussi, ça c'est tout à fait faisable. Tout à fait le marché. Ouais, bah écoutez, on verra. Donc, l'airdrop de Google arrivé en bêta sur les PC de Windows. Donc, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, si vous n'êtes pas utilisateur ou utilisatrice de la marque à la pomme, sachez que quand vous êtes entre devices Apple, vous avez le système de airdrop qui passe par du Wi-Fi, si je ne me trompe pas, et qui vous permet du coup de partager assez facilement des fichiers, des dossiers, des images, etc. etc. Et du coup, il n'y avait pas vraiment d'équivalent, on va dire, côté Google/Android. Il y avait des applications, mais qui étaient plutôt non officielles. Mais là, voilà, quelque chose qui était vraiment concurrent et aussi solide et surtout annoncé, enfin, géré par Google, ça n'existait pas. Et donc, du coup, il y a une Hello AB22, coucou à toi, merci pour le follow. Du coup, effectivement, ce que j'allais dire... Alors, attendez, parce qu'il faut quand même que je check un truc. Hop. Voilà. Du coup, l'outil tant attendu est disponible. Alors, il parle de bêta, effectivement. Et du coup, il s'agirait d'un outil qui répond au doux nom de NurbyShare. Donc c'est un nom un peu alambiqué, mais bon, on s'y accoutumera. Et donc voilà ce que dit l'article. En fin de semaine dernière, le géant Google a annoncé avoir débuté la bêta pour Windows de son outil de partage de proximité. Alors je sais pas si on dit NurbyShare ou NurbyShare. Je sais pas, NurbyShare. Une excellente nouvelle pour quiconque attendait un équivalent solide et fiable de l'airdrop d'Apple sur ordinateur, mais en France... Alors attendez, excusez-moi, j'ai quelqu'un à dégager de bon matin, ça fait plaisir. Tac, voilà, allez bisous. C'est pour ça que je checkais parce que je sentais le bot à la con. Je partage pas mon écran, tu as raison, ça m'a perturbé là, l'arrivée de spammers de bon matin. Donc du coup, ce que je disais, une excellente nouvelle pour quiconque attendait un équivalent solide et fiable de l'airdrop d'Apple sur ordinateur, mais en France, il faudra encore patienter pour pouvoir en profiter. NurbyShare, c'est l'outil de partage de proximité lancé par Google en 2020 sur ses appareils Android face à la flambée des outils tiers développés pour ces usages. Donc effectivement, il y avait plein de concurrents en fait, mais non officiels, on va dire. Et donc, depuis 3 ans, il permet d'échanger rapidement des dossiers, des photos ou des liens entre deux appareils Android à proximité l'un de l'autre. La fonctionnalité était cependant réservée aux smartphones Android, aux tablettes et aux Chromebooks de Google. Donc là, voilà, ça s'ouvrirait de façon beaucoup plus large et surtout, ça arriverait sur Windows. La voici qui commence du coup à s'étendre aux ordinateurs Windows. Donc on a une petite capture qui montre un petit peu, voilà, un aperçu, on va dire, de ce que ça donne. Je lis vite fait vos commentaires. Comment tu me dis ça, Olivier? NurbyShare? Ok. Nearby proche. Ouais, ok, d'accord. Bah, Nearby, ok, c'est cool. On parle là-dessus. Olivier qui met AirDrop, reconnaissance par Bluetooth, puis les deux devices font un Wi-Fi Connect appareil. Ouais, ok, donc il y a aussi en plus, il te faut le Bluetooth activé. C'est vrai que c'est assez transparent parce que sur Apple, j'ai l'impression que par défaut, ils activent toujours le Bluetooth et du coup, on s'en rend pas forcément compte. Mais ok. Mais après, ouais, il me semblait bien que ça passait par du Wi-Fi quand même. Enfin, qu'il y avait une connexion via Wi-Fi. Donc, NurbyShare est désormais accessible en bêta sur les PC possédant une version 64 bits de Windows 10 ou Windows 11. Le géant de Mountain View explique dans un article sur son blog comment fonctionne l'application. Tout est simple et c'est le but de ce genre d'outil. Une fois l'application installée, celle-ci permet un partage de contenu entre PC et un appareil Android. Qu'elle soit ouverte ou en arrière-plan, il suffit de glisser déposer le contenu à partager dans l'app et donc ou de faire un clic droit et puis faire partager avec NurbyShare. Une petite fenêtre s'ouvre. Bon bref, ça c'est, je vais pas vous lire toute la procédure, vous avez compris. Du coup,
autre paragraphe, Nearby Share est encore cependant limité. L'app ne fonctionne que sur les appareils tournant sous Android 6 au minimum. Mais ce n'est pas compatible avec les ordinateurs Windows avec des processeurs ARM comme Surface Pro 9, le nouveau ThinkPad. Voilà, il y a encore certaines limites, mais déjà c'est beaucoup plus démocratisé que ce qu'il y avait jusqu'alors. Enfin, Nearby Share pour Windows est disponible dans une grande partie du monde, sauf les 27 pays de l'Union Européenne. Super. Google n'a pas expliqué pourquoi, il ne donne pas de précision quant à la date de la disponibilité éventuelle de l'app dans la région. Donc ça, moi je me demande si c'est pas un problème d'RGPD ou ce genre de choses à mon avis. Cependant, sachez que si vous voulez tester, il y a un petit paragraphe caché juste en bas qui dit certaines personnes ont pu la télécharger en utilisant un VPN. Une fois l'app obtenue, il faut que le PC et l'appareil Android aient leur Bluetooth d'activer, ainsi qu'une connexion Internet par Wi-Fi ou Ethernet. Les deux appareils doivent se trouver dans un rayon de 5 mètres au maximum l'un de l'autre. Donc ça veut dire que c'est pas disponible chez nous, mais moyennant une petite connexion VPN, il y a moyen de moyenner. Voilà un petit peu pour la présentation de cet outil. Xavier qui dit sûrement un souci de RGPD, ouais, je pense aussi. De toute façon, pour que ce soit au niveau, pour que ce soit au niveau européen, il y a de fortes chances effectivement que ce soit lié au RGPD, et ce qui est à la fois rassurant et à la fois inquiétant. Parce que rassurant dans la mesure où ça veut dire qu'au niveau européen, effectivement, tu fais pas ce que tu veux comme tu veux, t'envahis pas le marché voilà, sans être un minimum contrôlé, donc ça c'est cool. Mais un peu inquiétant, ça veut dire que potentiellement, cette simple feature, on va dire, de partage et d'envoi, peut-être qu'en termes de données qui sont transférées et d'informations, de méta-informations, il y a peut-être des choses qu'on n'a pas, je dirais, dont on n'a pas forcément conscience, et donc peut-être faire attention, je ne sais pas. Mais voilà, en tout cas, si vous voulez le tester, sachez que c'est faisable via VPN. Je ne dis pas qu'il faut le faire, hein, je reste neutre par rapport à tout ça. mais un super outil du coup pour les appareils, les utilisateurs de Windows et d'Android. On enchaîne du coup avec une autre actualité du blog du modérateur. Évidemment, si vous avez des réactions, n'hésitez pas à continuer à poster dans le chat, et j'essaye de réagir au fur et à mesure, il n'y a pas de souci. Alors là, actualité assez intéressante, plutôt sur du e-commerce, là pour le coup, on est plus sur la thématique du e-commerce. Et donc, ce titre, Amazon, la France impose la livraison à 3 € pour les livres, ce qui va changer. Donc là, on parle du marché des livres, hein, livres physiques, etc. Donc jusqu'à présent, je crois qu'il y avait eu une première loi qui était passée qui imposait justement de ne pas faire de livraison gratuite, c'était interdit. Du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis une livraison à 1 centime, voilà. Bon, c'était un contournement assez facile, on va dire. Et là, du coup, un nouveau projet de loi qui est passé visiblement et qui impose une livraison minimale de 3 €, ce qui est quand même ce qui n'est pas rien. Ça change un petit peu la donne. Et donc, cette démarche est faite en fait dans le but un peu de contrer Amazon et ses prix cassés, on va dire, par rapport, on va dire, à des librairies indépendantes qui n'ont pas les moyens, qui ne font pas la masse et la volumétrie d'Amazon pour pouvoir se permettre des livraisons quasi gratuites, quoi. Voilà, c'est un peu l'idée. Olivier qui met: si les données passent par internet pour transférer d'un appareil à l'autre, en effet ça peut poser problème. L'airdrop d'Apple n'utilise pas internet, c'est direct. Ah d'accord, ok. Moi j'avoue que techniquement je sais pas comment, je me suis pas plus intéressé que ça, donc c'est difficile de réagir là-dessus, mais dans mon esprit c'était du Wi-Fi, techno Wi-Fi, ça se connecte et let's go, mais on pourrait creuser un peu plus. Donc, du coup, cette nouvelle qui est quand même, je dirais, un message assez fort envoyé par le gouvernement, hein, parce que ça veut dire qu'à partir d'aujourd'hui, sur Amazon, voilà, pour les personnes qui du coup seront consommatrices de livres, il n'y aura pas de livraison, pardon, désolé, j'ai tapé mon micro, il n'y aura pas de livraison à moins de 3 €. Ce qui permet en fait donc potentiellement à des libraires indépendants de pouvoir un petit peu plus avoir leur mot, parce que je pense qu'au niveau du prix du livre, je pense que ça doit être stacké à un certain prix. J'ai l'impression que les prix d'un endroit à l'autre où on l'achète, ça
pas, voilà, ça bouge pas trop, c'est assez normé. En revanche, on peut jouer sur la livraison et du coup, forcément, les libraires indépendants se retrouvent un peu biaisés et un peu sur la touche. Xavier qui met, c'est encore un coup d'épée dans l'eau, ça va pas tourner. Attends, ça va pas tourner les gens vers les librairies, ça va juste faire qu'il y aura moins de ventes de livres. Ceux qui achètent full Amazon ne sont pas des clients de librairie. C'est exactement ce que je me suis dit. Je vais être honnête, avant même qu'on lise cet article, j'ai eu la même réaction que toi. De mon point de vue, même si j'entends tout à fait la démarche, et je trouve ça tout à fait louable de vouloir en fait essayer d'aider en fait les librairies et les librairies indépendantes, etc. Je suis pas certain que ça va changer énormément, puisque je crois, alors on verra dans l'article, mais de mémoire, ouais c'est ça, ils le mettent à un endroit, ils disent que les frais d'envoi en général c'est 7 à 9 euros, et là du coup on te parle de 3 euros, donc ça reste toujours plus rentable en fait par Amazon, plus le côté disponibilité et rapidité, parce que c'est ça aussi, c'est qu'ils ont une livraison à 24-48 heures à peu près si t'es Prime. En fait ça va être 3 euros de plus par vente dans la poche d'Amazon tout simplement quoi. Hello Mokuji, coucou à toi. Donc je suis assez d'accord avec toi et assez pessimiste là-dessus, mais bon on va lire l'article quand même. Olivier qui met Wi-Fi ne signifie pas forcément réseau local ou internet. Alors on switch de sujet. Alors moi je disais pas Wi-Fi dans le sens réseau local, mais plus je pensais qu'au niveau Wi-Fi tu avais moyen d'échanger tout simplement, tu vois, tu aimais et puis j'avoue qu'après je suis pas un spécialiste réseau. Olivier, si un libraire, un distributeur de livres a des frais, par exemple 1,50€, c'est du bénéfice pour eux au détriment de l'utilisateur. D'accord. Alors là, pour moi, je pense que justement, quand ils parlent de leurs frais d'envoi, c'est par rapport justement aux frais qui sont impactés au niveau chronopost. Mais bon, après, je suis pas sûr qu'ils fassent de la marge dessus. Hein. Enfin, j'en sais pas. Donc, l'article. Alors, 3 euros, c'est le prix minimum qu'il faudra payer en frais de port pour la livraison d'une commande de livres inférieure à 35 euros chez Amazon. Ah, inférieure à 35 euros. Bon, après, je pense que ça représente quand même une bonne partie des livres. L'arrêté signé par Rima Abdulmalek, ministre de la Culture, et Bruno Le Maire, ministre de l'Économie et des Finances, a été publié au JO, au journal officiel, ce vendredi 7 avril et entrera en vigueur 6 mois plus tard en octobre. Cette mesure ne concerne pas seulement Amazon, mais tous les géants du e-commerce. Alors, quels vont être les critères pour dire je suis un géant du e-commerce ou pas, je ne sais pas. Et vient soutenir les librairies traditionnelles qui ne peuvent s'aligner sur les tarifs proposés par ces multinationales. Les libraires indépendants qui ont développé les livraisons durant les années Covid dénoncent des frais d'envoi de 7 à 9 euros le livre. Je trouve ça énorme, 7 à 9 euros, non ? C'est moi qui... 7 à 9 euros par livre, c'est énorme. Et Dame Marwen, tu arrives pile poil. On est en train justement de parler d'Amazon qui va devoir en fait... l'État français impose à Amazon un prix minimum de 3 euros pour les livraisons, les frais de livraison de livres de moins de 35 euros pour essayer d'aider un peu les libraires indépendants. Donc je pense que c'est un sujet qui va te plaire et te concerner. Donc du coup, ouais, j'allais dire 7 à 9 euros, c'est ce que je disais, je trouve ça outrageusement cher. Peut-être que j'ai pas de notion de frais d'expédition et d'envoi, mais je trouve ça très très cher. Et donc du coup, ils disent... Les libraires indépendants, 7 à 9 euros versus Amazon qui fait livrer les siens pour 1 centime, quoi. 1 centime symbolique, puisqu'en gros, ils pourraient le faire à limite gratuit. Cet arrêt nous permet de rétablir une concurrence équitable, donc c'est une citation du ministère de la Culture. Le gouvernement a cherché un juste milieu entre la demande du syndicat de la librairie française, la SLF, et celle d'Amazon. Les premiers voulaient fixer un montant minimum de la livraison à 4,50 €, quand les seconds défendaient des frais à 1,49 €, estimant que cela représentait le coût d'envoi d'un livre de 500 grammes dans l'Union européenne. Ah, mais c'est au niveau Union européenne, d'accord. C'est pour ça peut-être qu'ici, qu'on parle après de 7 à 9 euros, c'est si tu expédies dans notre pays. Amazon s'inquiète également de l'impact qu'aura cette mesure sur la lecture et les lecteurs. Pas s'ils en ont vraiment quelque chose à foutre, notamment ceux vivant dans les zones rurales et des petites villes. Selon un porte-parole de l'entreprise américaine, ces territoires sont souvent dépourvus de librairies et représentent aujourd'hui 46% des envois de livres pour Amazon. Donc il se dit, les pauvres paysans comme moi, je me considérais en zone rurale parce que moi j'habite vraiment
dans ce que je considère la ville, mais qui en réalité est plutôt un petit village, on va dire. Mais t'inquiète pas, Amazon, on sait aussi acheter des livres dans la ruralité, ne t'en fais pas. Les autorités, quant à elles, ont coupé la poire en deux en fixant la livraison à 3 euros. Elles ont suivi les recommandations de l'ARCEP, l'autorité de la régulation de la communication électronique, des postes et de la distribution de la presse. Et sacré label. Dès 2014, la France avait tenté de réguler le marché du livre sur Internet en interdisant notamment la livraison gratuite, mais aucun prix minimum n'avait été fixé, ce qui avait permis à Amazon, mais aussi à la FNAC, de proposer la livraison à 1 centime d'euro symbolique. Ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Une loi facilement contournée et alors vivement critiquée par les professionnels du secteur qui se félicitent aujourd'hui d'une avancée indéniable qui n'est qu'un premier pas selon les mots du délégué général de la SLF, Guillaume Husson, dans Libération. Les amis, qu'est-ce qu'on en pense? Est-ce que pour vous, ça c'est quelque chose qui est plutôt une bonne chose, plutôt une mauvaise chose? Est-ce que c'est, comme disait Xavier, un coup d'épée dans l'eau? Est-ce que ça peut faire bouger le secteur? Voilà, moi je vous ai déjà plus ou moins donné mon avis, mais je préférerais avoir le vôtre et surtout avoir des arguments derrière. Est-ce que ça peut déjà impacter de façon négative le secteur de la librairie dans son ensemble? Est-ce que ça peut limiter les gens qui ont envie de lire? Enfin voilà, dites-moi tout. Olivier qui met... Alors attendez, je regarde que j'ai rien oublié. Ouais, Olivier il met... tu peux négocier un contrat de service d'envoi avec Chronopost ou n'importe quel service d'envoi, UPS, etc. Aussi, ça te fait baisser les prix. D'accord. Alors après, est-ce qu'il n'y a pas une notion aussi de quantité pour pouvoir négocier? Parce que si t'es effectivement le petit... la personne dans son coin qui vend quelques livres, est-ce que tu as autant de poids par exemple qu'un gros libraire qui a peut-être, je sais pas moi, 10 personnes d'employés ou 20 personnes d'employés? Enfin tu vois, il y a aussi cette notion là. Personne va acheter un livre à 7 ou 9 euros de livraison, c'est presque le prix du livre. Ben je suis d'accord avec toi Xavier, je suis d'accord avec toi, je trouve ça outrageusement cher. Mais je pense sincèrement que les libraires font un peu comme ils peuvent et ils sont pas maîtres en fait du prix de la livraison. Et effectivement, je pense qu'il y a toute une démarche. Enfin, généralement, les librairies, c'est des gens assez passionnés, avec une vraie relation au niveau avec leur clientèle. Et potentiellement, voilà, des gens qui ne cherchent pas forcément à faire du profit sur de l'envoi, mais qui n'ont pas d'autre choix que de s'aligner au niveau des prix. Et effectivement, je pense que j'avais pas vu sous cet angle-là, mais si tu as une notion d'expédition dans des pays à l'étranger, européen ou autre, ça peut peut-être vite chiffrer, c'est sûr. Surtout actuellement, avec tous les prix qui ont augmenté, le gasoil, etc. Je pense que les frais d'expédition, voilà. Mais 7 à 9 euros, si des fois tu as des livres qui coûtent, je sais pas moi, une dizaine, une quinzaine d'euros, c'est genre... c'est vrai que c'est hyper impactant quoi. Donc après, ce qu'il y a de bien, c'est que ça favorisera plutôt le commerce local. C'est-à-dire que du coup, tu auras plutôt tendance à aller directement vers le petit libraire dans ta rue, etc. que de faire transiter un livre depuis je sais pas où. Enfin voilà, ça aura un impact beaucoup plus vertueux, je dirais, en termes d'écologie, etc. etc. Olivier, ne pas oublier qu'Amazon est une plateforme logistique d'abord. C'est un concurrent direct à la Poste, Chronopost, UPS, FedEx, etc. Le coût du transport est presque marginal. Ils ont leurs bateaux, leurs avions, leurs services de camion. Oui, mais c'est ce qui leur permet, je pense, de maîtriser davantage leurs coûts. Ça, c'est clair. Et d'ailleurs, on en avait parlé, il y a, je sais pas si tu te souviens, mais ils ont annoncé, alors ils ont lancé entre guillemets en bêta, mais je crois que c'est déjà en place aux États-Unis. Tu as la possibilité même maintenant de passer par les services d'Amazon avec tout le système de Prime, livraison 24-48 heures, sur n'importe quel e-commerce. C'est-à-dire que demain, tu montes un site en ligne, t'es e-commerçant, tu peux utiliser les services d'Amazon pour la partie livraison. Et donc, oui, effectivement, ce sont des logisticiens, de vrais logisticiens, et c'est comme ça un peu qu'ils étendent leur emprise. Et comme ça qu'ils maîtrisent leurs coûts. Xavier qui met c'est même possible sur Vinted. D'accord, je savais pas. Sur Vinted, tu peux déjà le faire. Mais voilà, en tout cas, sachez qu'au niveau des États-Unis, c'est possible. Et je pense que si c'est concluant, et ils vont certainement étendre ça au niveau international. Et c'est pas donc exclu que très prochainement, sur n'importe quel e-commerce, où que vous soyez en France, vous pouvez vous faire livrer via Amazon Prime, quoi.
Olivier qui met il se rapproche presque plus d'un Auchan ou d'un Carrefour. Je sais pas, parce que c'est quand même pas le même, c'est pas le même délire, quoi. C'est-à-dire que logisticien, enfin Auchan, Carrefour, c'est quand même plus de la grande distrie, tu vois. Donc il y a quand même cette notion d'achat en masse, etc., de maîtrise des coûts, mais après toute la partie logistique, Auchan, Carrefour, je les vois pas trop placés sur ce genre de créneau. Si tu es un petit libraire, pourquoi tu irais faire des livraisons à la troupe du monde? Alors, moi, le seul cas que j'ai réfléchi à cette question, Xavier, et moi-même je me suis posé la question, et je pense que l'un des rares cas, où, effectivement, où... enfin, je pense qu'il doit y avoir plusieurs cas, mais l'un des cas que je me suis posé, c'est... d'abord, ça peut être... Imaginons que tu es une personne, par exemple, qui consomme chez un libraire local, et puis peut-être tu peux partir en vacances, tu peux... aussi, il y a des gens, tu vois, typiquement, moi, je sais que chez nous, on a des Anglais ou des Parisiens qui ont leur maison de vacances ici, par exemple, et qui après vivent ailleurs. Donc potentiellement, tu vois, il y a une notion aussi quand tu t'attaches à... Enfin, je trouve qu'une librairie, tu vois, tu as quand même un certain attachement à des gens, il y a un côté commerce et proximité, et donc peut-être tu veux les faire travailler, donc voilà. J'ai en tête, alors c'est pas sur de la librairie, mais par exemple, j'ai un commerce de fringues, enfin c'est... comment on appelle ça? Vous savez, un magasin où on vend des fringues, on vend un peu de tout, là. Comment ça s'appelle? Un concept store. Où en gros, le propriétaire me disait, des fois j'ai des gens qui sont de passage en vacances, ils trouvent certaines choses que je chine un peu et qu'ils trouvent pas ailleurs, et donc après, même s'ils repartent, ils vont quand même m'acheter des choses à distance. Et bon, voilà. Après, c'est un cas spécifique. C'est vrai que la librairie, pour le coup, ça n'a pas lieu d'être. Après, je me dis potentiellement les gens qui peuvent être aussi des micro-influenceurs. On a vu la tendance par exemple BookTok. Donc TikTok par exemple, sur TikTok, il y a beaucoup de gens qui ont suivi cette tendance BookTok, c'est-à-dire c'est des créateurs et des créatrices de contenu qui vont en fait vous faire des recommandations de lecture, qui vont voilà, avoir toute une micro-communauté en fait avec eux, et donc potentiellement ces gens-là ils vont leur acheter des livres. Après voilà, effectivement, je suis assez d'accord avec toi, ça reste quand même de niche, et potentiellement le côté local fait que tu as peut-être ta librairie de là où tu habites qui est dans le coin, et la librairie de quartier que tu veux faire travailler, quoi. Après, bon, il y a aussi, je pense, le phénomène Covid et beaucoup de gens qui se sont digitalisés par rapport à ça, puis également le fait qu'ils se font bouffer un peu par Amazon et pas mal d'autres géants, et donc il faut réagir d'une façon ou d'une autre, quoi. JP qui met pourquoi pas taxer plus les livres vendus en ligne au lieu des frais de port. Alors attends, laisse-moi réfléchir. Pourquoi ne pas taxer plus les livres vendus en ligne plutôt que les frais de port? Je sais pas, je pense que les frais de port, effectivement, ça a une incidence directe. Ouais, non, mais c'est tout à fait plausible, hein. C'est tout à fait plausible comme autre façon de faire. Après, je pense que l'État tente des choses, et puis voilà, quoi. Moi, j'ai pas plus d'avis là-dessus, mais de toute façon, c'est compliqué. Honnêtement, Amazon, moi, je trouve qu'aujourd'hui, ils sont tellement implantés partout, et tous ces géants, que y aller à coup de taxes et de machin, j'ai pas trop la sensation que ça va vraiment changer la donne, mais bon, je suis un peu pessimiste, je pense, sur cet avis-là, quoi. Les librairies ont leur propre Amazon. Quand tu vas commander un livre, ils font eux-mêmes une commande sur un site spécifique. Oui, c'est vrai, sur des grossistes. Mais bon, après, dédié à des professionnels. Mais ça, le truc des grossistes, ça a toujours été, hein. J'ai un client qui vendait des instruments de musique, il vendait beaucoup au Japon, mais aussi en Europe, donc frais de transport et douane en casse-tête. Ouais, alors après, les instruments de musique, c'est particulier. Tu prends un luthier ou ce genre de choses, il y a un vrai savoir-faire, un vrai art. Et t'achètes un violon, par exemple, à un luthier et à un autre, ce sera jamais la même chose, la même sonorité, etc., quoi. Est-ce que les libraires ne vont pas profiter pour augmenter un peu leur prix? Forcément, il risque d'y avoir des conséquences. Xavier qui dit ma femme fait ça sur Insta. Et ouais, c'est ça. Alors moi j'avais BookTok en tête parce que ça a été une vraie tendance, mais en réalité c'est sur plein d'autres réseaux, j'en doute pas. Mokuji qui dit toute régulation pour protéger le petit commerce face aux géants est bienvenue, mais le souci encore une fois c'est le retard. Dans ma ville de 12 000 habitants, les 3 libraires ont fermé à cause des grandes surfaces et internet, tout cela arrive bien trop tard. Ouais, après est-ce que c'est... je sais pas, parce que... Moi, quand je dis effectivement je suis pessimiste, c'est pas... Voilà, c'est juste que j'ai toujours l'impression qu'il y a eu l'évolution en marche. C'est comme quand on parle d'intelligence artificielle et que des gens réfutent un peu tout ça. Moi, je pense que le progrès a toujours été.
Je pense qu'il y a du bon et du mauvais dans le progrès, donc il faut savoir un peu sélectionner. Mais après, tu peux pas lutter contre un mouvement, tu vois. Aujourd'hui, la digitalisation du monde entier, quoi, enfin de tous les secteurs d'activité, ben, tu y retranches pas, quoi. Donc, il y a quand même des gens qui arrivent à passer outre, mais après, je sais pas si, moi, mon point de vue, c'est je sais pas si c'est à coup de taxes, entre guillemets, qu'on va arriver effectivement à nos fins, quoi. C'est un problème qui est bien plus profond, à mon avis. Est-ce qu'on n'a pas plus intérêt, en fait, à justement dire, ben voilà, essayez justement, vous, de vous renouveler, de prendre la vague, de trouver une autre façon de vous renouveler, que d'aller, j'en sais rien, enfin, vous voyez, mais bon, après, si ça fonctionne, moi, tant mieux, je suis le premier, je préfère largement favoriser les commerces locaux, mes parents sont commerçants, je peux vous dire, c'est un truc hyper important chez nous, mais c'est juste que j'arrive pas à voir, en fait, j'arrive pas à voir si effectivement ça va avoir un vrai impact. Je dois vous laisser, bonne journée à tous, merci Anto, mais merci Tom, merci d'être passé. Cayenne, salut à toi. Bonjour, le problème principal, je trouve, c'est qu'Amazon fait de l'optimisation fiscale pour pas dire la fraude. Alors ça, c'est encore un autre sujet, hein, on va pas ouvrir là-dessus, mais effectivement, comme tu le dis, il y a encore... De toute façon, tout ce qui est situation de monopole ou oligopole a toujours été très très problématique. Voilà, on le voit avec Google, on le voit avec plein de gens qui font la pluie et les beaux temps et qui font des vrais... c'est eux qui dirigent un peu, qui ont les ficelles. Ça a toujours été, et mais c'est un vrai problème de fond. Et voilà quoi. Malheureusement, les amis, je n'ai pas trop de solutions. Moi, je peux pas vous dire. Le prix du livre bloqué en France par la loi, ok, c'est pas le cas à l'étranger. Optimisation. L'éthique dépend de chaque personne. Et effectivement, Olivier. Après, c'est une question de choix et de mode de consommation. Je suis d'accord avec toi. 100% des entreprises font de l'optimisation fiscale à plus ou moins grande échelle, dit Xavier. L'optimisation, c'est pas juste aller cacher de l'argent dans des paradis fiscaux. Là, on rentre encore sur d'autres débats, les amis. Je sens que ça vous chauffe ce matin. Là. Je suis désolé, moi je lançais un petit sujet entre guillemets. Bon, je me doutais bien que ça allait un peu être impactant parce que c'est vrai que c'est quand même, voilà, on parle d'Amazon, d'un truc qui aujourd'hui est très très présent, mais bon, voilà. Écoutez, on verra. Wait and see. On enchaîne sur une partie de démonstration, sur une note un peu plus légère. Enfin, plus légère. On va parler d'IA. Ça faisait longtemps. Oui, je sais, Xavier, je vous chauffe. Non, mais voilà, moi, j'avoue que j'aime bien me parler, sinon je ferais pas de stream. Tu sais, voilà, j'aime bien parler. Des fois, je donne mon avis. Bon, voilà. Alors, je vais vous présenter cette petite extension qu'on va pouvoir tester tous ensemble, que j'ai trouvé plutôt efficace et qui s'appelle du coup Use ChatGPT, tout simplement. Je l'ai installé hier, mais je crois que je l'ai supprimé. Alors, attendez, je vais vite fait l'installer en 2.2. Hop, tac. Et donc l'idée de cette extension, c'est d'utiliser ChatGPT dans n'importe quel contexte. Et ça, c'est plutôt cool. Donc ça y est, ça c'est installé. Hop, je peux vous repartager mon écran. Donc imaginons que je suis sur un article ici. Donc vous voyez l'extension elle est ici, là en haut à droite. Je peux cliquer dessus. D'ailleurs, attendez, est-ce que... Hop. Je crois qu'il faut que je me connecte, mais je suis pas sûr. Ah là, ça va être l'effet démo, c'est affreux ça. Eh bien, que se passe-t-il? Ah, l'effet démo. Vous savez ce que c'est? Faut pas paniquer dans ces cas-là. Je vais réinstaller. Hop, je supprime. Je rajoute. Touk touk touk. Là, on est bon. J'ajoute. Tac. Ok, c'est bien installé. Parfait. Bon, et ben ça a pas l'air de marcher. Trop cool. Ah, j'adore. J'ai testé ça hier. En plus, ça fonctionnait impeccable. Vous savez quoi? Je vais tester sur un autre navigateur. Parce que peut-être que c'est mon... Mais je suis très étonné parce que hier, pourtant, ça avait bien marché. Alors, attendez. C'est pas grave, faut pas paniquer dans ces cas-là. Ah, bah ouais, ça marche bien ici, je comprends pas. Alors, ça marche sur Gmail, et hyper étonnant. Est-ce que j'ai un mail que je pourrais vous montrer sans trop de risques? Alors, attendez, je vais regarder. Je prends quelques secondes, hein. Tac.
Ouais, voilà, c'est ça. Alors, ça va... on va tester sur ça. Donc par exemple, j'ai reçu un super message de la part de Steam sur un jeu. Un jeu auquel j'étais abonné, Planet Coaster, et qui me dit économiser sur ce jeu, machin, en ce moment, promo, trop cool. Bref, on s'en fout. L'idée, c'est que dans n'importe quel contexte, alors visiblement, ça n'a pas marché sur certains sites, donc il faudrait tester, mais vous pouvez installer effectivement cette petite application. Donc là, elle est bien installée, vous l'avez ici, là, en haut. Et donc, en fait, vous pouvez venir surligner n'importe quoi, et vous avez un raccourci, ou après, il vous propose un menu contextuel, mais sinon, vous pouvez faire un commande J si vous êtes sur Mac. Je ne sais pas ce que c'est sur PC, ça doit être CTRL J, j'imagine. Et là, il vous propose directement, en fait, toutes les fonctionnalités un petit peu de base qu'on peut retrouver sur ChatGPT. Et donc, je trouve ça plutôt pas mal, parce que, en fait, il n'y a pas nécessité, en fait... Souvent, là, on a vu beaucoup d'outils SaaS, typiquement en no-code ou ce genre de choses, qui incitaient, en fait, qui créent leur propre extension pour être utilisées et faciliter la vie, comme Notion ou ce genre de choses. Et là, en fait, c'est inclus sur tous les sites, en fait, typiquement. Je vais peut-être tester sur d'autres sites pour voir si ça marche mieux ou pas. Ouais, non, je sais pas pourquoi ça marche pas trop sur les sites classiques, mais bon, en tout cas, ça marche bien sur Gmail par exemple. J'ai pas testé en profondeur, hein, voilà. Donc, vous recevez un email, imaginons un mail du boulot ou quelqu'un qui vous dit quelque chose, voilà. Vous pouvez tout à fait surligner, faire du coup un petit CTRL J. Et ensuite, par exemple, lui demander de répondre à ce mail ou à ce genre de choses. Vous avez toutes les fonctionnalités, résumé, etc. Toutes les fonctionnalités un petit peu de base. Alors hier, j'avais testé comment... Ah ouais, en fait c'était là. J'avais mis réponds à cet email en expliquant que je ne suis pas intéressé. Attendez, je sais plus, il y a un et ou pas intéressé. Non, s'il y avait bien un par l'offre, mais que c'est gentil de me le proposer. Ok, donc je mets entrée. Tac. Ah voilà, il me semblait bien qu'il fallait que je me log. Ah, attendez, je me log. Et donc là, en fait, ce qu'il y a de cool, c'est qu'il va prendre directement ce que j'ai surligné et voilà, ça y est, je suis logué. Il va prendre directement la partie en fait que j'ai surlignée, donc et il va directement écrire le prompt GPT. Donc ça, c'est ma partie. Réponds à cet email en expliquant que je suis pas intéressé, blablabla. Et donc il reprend le bout, les tarifications spéciales, blablabla. Et du coup, il me propose directement la réponse. Merci pour cet email, je ne suis pas intéressé par l'offre actuellement. Cependant, je vous remercie de m'avoir proposé. Alors bon, là, c'est un exemple débile, on est d'accord. J'ai fait ça un peu à la va-vite. Mais sur tous vos mails ou ce genre de choses, potentiellement, vous pouvez très bien directement avoir des réponses préfaites et donc accélérer un petit peu votre process. Après, voilà, il y a toutes les notions de traduction aussi qui sont plutôt intéressantes. Et voilà, ce petit CTRL-J, je me dis que c'est quelque chose, ça peut être vite une habitude, avec voilà, corriger toute la partie grammaire, etc. Faire prendre un texte et le rendre plus long, le rendre plus court, etc. etc. Donc voilà. Moi, je trouve que la partie intégration, le fait de pouvoir avoir ça sur à peu près n'importe quel site, en fait, bon, le test a prouvé le contraire, donc il faudrait que je creuse un petit peu plus pour savoir dans quel cas est-ce que ça marche et dans quel cas ça marche pas. Mais en tout cas, typiquement sur Gmail, ça fonctionne bien. Je trouve ça plutôt pratique. Vous avez directement accès en fait à GPT partout. Vous avez juste à surligner un texte, mettre un petit peu ce que vous voulez et boum, il vous suggère directement la réponse. Et vous avez cette petite fenêtre aussi qui vous permet de continuer un peu et d'affiner votre prompt. Voilà, donc ça, j'ai trouvé ça plutôt cool. Sur PC, nous dit Mokuji, Alt J. Ok, ça roule. Donc voilà cette extension, je vous la partage du coup. Ça s'appelle Use ChatGPT. Est-ce que je peux mettre ça directement là? Ouais, je pense. Voilà, je mets ça dans le chat. Donc j'ai trouvé ça bien pratique, j'ai vu passer ça hier et je me suis dit que ça pourrait être une bonne ressource à vous partager. Je sais pas si l'article avait dit quelque chose de plus parce que moi j'ai directement testé. Mais de toute façon, voilà, c'est les. Enfin, moi, là, au niveau des fonctionnalités, ça m'a fait penser à Notion AI, c'est exactement la même chose. Voilà, make longer, make shorter, ce genre de truc. Changer le ton aussi, ouais, faire quelque chose de plus casual, plus professionnel, etc. etc. Donc voilà. Mais moi, cette intégration, surtout de se dire qu'on y a accès un petit peu partout, je trouve ça très très pratique. Quelle heure il est? 9h30. Ouf, faut accélérer. Tac, tac, je regarde vos commentaires.
Comment ça, tu n'es pas intéressé? C'est top. Mais je sais, trop bien Planet Coaster, mais ça fait longtemps que je me dis qu'il faut que je l'achète. Mais bon, tu sais, après, quand tu commences un jeu vidéo, là, moi je me connais. Hein. Une fois que je commence, après, je vais le tryhard comme un fou. Et en ce moment, je suis plus Fortnite et Hogwarts Legacy, donc j'en ai déjà bien assez. Est-ce que ça utilise GPT-4? Je ne sais pas. Bonne question. Bonne question. Je pense que ça dépend peut-être aussi de ton réglage quand tu te connectes. Mais fais voir, attends. Si je teste... Bon, je sais pas pourquoi ça ne marche que sur Gmail. Après, je pense aussi que c'est un peu lié à mon testé sur d'autres navigateurs, parce que moi je suis sur Brave, et des fois ça... Brave empêche certaines connexions, enfin genre il bloque pas mal de traceurs et tout, et des fois ça fait péter des features. Donc testez-le peut-être sur Firefox ou Chrome, ce genre de choses. Mais pour répondre à ta question, je pense qu'en fait ça doit être lié à ton compte, hein, à mon avis. Fais voir, ah il y a des settings. Il y a des settings, qu'est-ce qu'on a dans les settings? Bon, on peut mettre apparence light dark, ok, nanana, change visibility, nanana. Ouais, je sais pas. Je pense qu'à mon avis, ça doit dépendre de comment est configuré ton compte sur OpenAI, à mon avis. C'était marqué GPT-4 sur l'extension. Ah, bonne remarque. Fais voir. Attends, j'ai peut-être relu un peu vite. Ah oui, effectivement, GPT-4. Effectivement. Alors après, est-ce que c'est par défaut ou est-ce que c'est au choix de l'utilisateur? Je sais pas. Quand vous utilisez ChatGPT, je sais pas si... Est-ce que c'est directement... est-ce que c'est eux qui choisissent la version? Ouais, je pense, hein. Je pense. Il y a la limite sur GPT-4. Quelle limite? De quelle limite parles-tu? Bon voilà, en tout cas les amis, c'était un petit test fort sympathique. Il faudra que je creuse un peu plus. Mais moi, je trouve que c'est un peu la limite, entre guillemets, de toute cette technologie. C'est que bah, c'est l'intégration, quoi. C'est bien beau d'avoir un truc hyper cool qui répond à des questions machin, mais en fait, ça s'intègre pas très très bien. Enfin, si tu dois à chaque fois prendre... je sais pas moi, t'es sur Notion, prendre ton bout de truc, le coller dans le chat GPT, puis revenir machin, c'est un peu relou. Quand tu passes par les API, c'est bien, mais le problème c'est que les API c'est payant. Typiquement, moi j'essaye de faire des automatisations sur Make ou autre, et ben voilà, au bout d'un moment t'es obligé de payer. Donc ben, pourquoi pas cette petite extension qui peut être un bon entre-deux, quoi, on va dire. Xavier qui dit... Ah, on doit choisir, ok, d'accord. Il y a un max de call de 2 ou 3 heures. D'accord, ok. Ouais. Bon, après, sinon, bah, tu bascules en 3.5, c'est déjà bien, hein, moi je trouve. Ça fait déjà bien le café. Ça peut aller jusqu'à 4, mais il faut payer. Ah oui, parce qu'il y a une version premium, il y a GPT+, maintenant, donc... Voilà, bon, écoutez, c'était une petite partage de ressources, les amis. Qu'est-ce qu'il me reste à vous dire? Ouais, allez, en dernier article, on se le fait, c'est 9h30, mais c'est pas grave. Article de Siècle du Digital, qui du coup nous parle d'un nouveau projet, un projet français de cloud. Je crois qu'on avait un petit peu évoqué. Hello Mehdi, coucou à toi, bienvenue, merci pour le follow. On avait évoqué ça, l'idée justement de... Attendez, est-ce que c'était... On avait parlé justement d'un projet européen ou français il y a quelques temps où on s'est dit pourquoi pas en France, mais je sais plus si c'était sur du cloud, bon, qu'importe. En tout cas, OVH qui serait à l'origine d'un projet justement d'un cloud européen / français, visiblement, qui s'appellerait Symfonium. Donc on va lire vite fait l'article. Symfonium, nouveau projet français de cloud qui veut racheter Quant. Alors, c'est pas... Vous allez voir un petit peu plus dans le détail de l'article de quoi il en retourne. C'est le début d'une nouvelle aventure. Octave Klaba, président d'OVH Cloud et du service de PC dans le cloud Shadow. Shadow, ça va, tout le monde maîtrise, tout le monde connaît Shadow PC. Est-ce que ça vous parle cette techno ou pas? Sinon, je réexplique. Donc, vient d'annoncer une alliance avec la Caisse des dépôts dans le but de fonder Symfonium. Cette nouvelle entité qui se voit déjà comme un futur champion européen dans le secteur aura pour but de proposer des services numériques basés sur un cloud souverain. Selon le communiqué proposé par le dirigeant et par la Caisse des dépôts, Symfonium va dans un premier temps inclure Shadow ainsi que son service de stockage dans le cloud Shadow Drive. En plus de ces deux offres, cette nouvelle plateforme devrait englober Quant, ce moteur de recherche français dont les prémices datent de 2011 et qui a été mis en ligne en 2013, offre la particularité de garantir la vie privée de ses utilisateurs en ne les traçant pas. En effet, les géants du secteur revendent généralement les données personnelles de leurs usagers à des fins publicitaires. Souverain, ouais, alors le terme de souverain EU, Union Européenne, je sais pas trop à quoi ça correspond. Est-ce que c'est pour désigner le fait que ce soit en Europe ou quoi? Aucune idée. Depuis 2017, Quant est détenu en majorité par la Caisse des dépôts
et donc a connu plusieurs difficultés. Donc il parle de l'opération Quant Cause qui aurait été un échec, et donc depuis l'entreprise s'est tournée vers une stratégie de monétisation et de réduction des effectifs. Ils ont taillé dans le gras quoi en gros. Un changement de cap qui semblait porter ses fruits puisque l'entreprise avait bon espoir d'être à l'équilibre dès 2021. Malgré cela, Quant avait demandé une aide financière de 8 millions d'euros à Huawei. Là, je vois pas trop le lien entre les deux, mais bon, il faudra lire l'article. Et donc, on a une citation qui dit « Après avoir investi dans Quant pour soutenir la croissance d'un moteur de recherche européen respectueux de la vie privée, la Caisse des dépôts s'associe avec un acteur majeur de la tech, avec pour ambition de contribuer à l'émergence d'une plateforme européenne grand public, ouverte et sécurisée, proposant divers services collaboratifs et logiciels dans le cloud. » Fin de citation. Et donc, c'est une citation de Antoine Troch, je ne sais pas comment ça se dit, directeur de l'investissement de la Banque des Territoires Caisse des Dépôts. À terme, Symfonium devra être À terme, Symfonium devra être le champion européen du cloud souverain. Vraiment, ce terme de cloud souverain, je ne sais pas trop qu'est-ce qu'il désigne. C'est en tout cas l'ambition annoncée par Octave et Miroslav Klaba, donc qui sont donc les boss d'OVH, ainsi que la Caisse des dépôts. Nous pensons que l'Europe dispose d'un grand nombre de solutions logicielles innovantes qui bénéficieraient grandement d'une plateforme conçue pour leur distribution et leur interaction optimisée. Symfonium est destiné à servir d'hôte et d'accélérateur pour ces technologies, en commençant par celles de Shadow et de Quant. Voilà un petit peu pour ce projet. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils désignent comme étant un cloud souverain. Est-ce qu'ils veulent dire un cloud local ou autre? Je ne sais pas. Si c'est un service européen... Alors, Olivier dit, si c'est un service européen qui n'inclut qu'un acteur français, c'est limite. Mokuji qui dit, il est temps d'avoir un champion européen, 5 ans de retard au moins depuis les premières discussions. Souverain... Ah, ok, État actionnaire. Ok, ah oui, effectivement, ça fait sens maintenant que tu le dis. Merci Mokuji. Et donc l'État serait effectivement actionnaire de ce projet. D'accord, ok. Du coup, ouais, effectivement, c'est limite en fait, maintenant que j'y pense, parce que ça fait un peu... Enfin, tu te dis, si l'État est actionnaire de ce genre de truc, ça confère un peu actuellement la petite discussion entre TikTok et les États-Unis, et TikTok qui est de bisbise potentiellement, c'est ce qui leur est reproché, avec l'État chinois. Là, pour moi, c'est un peu le même principe. Hein. On parle de respect des données, mais bon, l'État actionnaire de ce genre de truc, moi, ça me ferait un peu flipper. Marrant, en recherchant en anglais des infos sur Symfonium, il n'y a que des résultats en français, donc le U est français, bref, encore limité. OVH égale numéro 1 européen, c'est pas un nain, il n'y a pas d'autres acteurs du cloud assez gros. La Caisse des dépôts, c'est une banque d'investissement de l'État, ok. Ben écoutez, on verra. Mais ouais, moi j'avoue que un peu, je sais plus qui c'est qui avait réagi là-dessus, je trouve ça un peu... c'est cool que OVH fonce sur ce genre de projet, mais après que l'État soit à l'intérieur... Ouais, je sais pas, je demande à voir, on verra. On verra. Mais bon, après, et même au niveau européen, il n'y a pas d'acteurs aussi costauds. Ouais, non, c'est vrai qu'OVH, maintenant que j'y pense, c'est eux qui sont leaders européens de mémoire. Donc, Infomaniac est aussi un gros acteur européen, dit Olivier. Bon, voilà, je vous partageais vite fait cette actualité. On va terminer un petit peu plus en légèreté sur l'actualité web. Je ne sais pas si vous avez vu passer... Lofi Girl qui a disparu. Lofi Girl, alors je sais pas si celles et ceux qui ne connaîtraient pas, Lofi Girl, c'est un peu un monument sur YouTube qui est donc une chaîne en fait qui diffuse de la Lofi, donc une musique assez chill on va dire, et ce de façon continue. Et donc il y a une espèce de... Il y a un personnage, donc Miyazaki, voilà, un peu dans le style Miyazaki qui est en train de travailler. Et du coup, hier, on a eu la disparition de Lofi Girl. Donc tout le monde s'est posé la question, mais que se passe-t-il ? Et il y a des gens qui ont grillé que, je sais pas si vous voyez bien ici, mais là il y a une petite lumière bleue qui apparaît. Et en fait il y a toute une histoire. Alors je crois que c'est en lien avec la date. Je vais lire vite fait l'article. Donc la chaîne Lofi Girl est un monument de YouTube. Elle diffuse en continu de la musique en ligne pendant qu'un personnage de dessin animé travaille à l'écran. Mais depuis quelques heures la jeune fille a disparu. Que se passe-t-il ? Alors sachez qu'elle est réapparue, hein. Je vais vous expliquer l'histoire. J'ai suivi du coup hier soir et elle est réapparue hier vers 19h.
Lofi Girl, blablabla, bon, ils disent que c'est un monument. La date du 11 avril est visiblement importante. La team AMW, une agence qui représente la chaîne, avait promis en début d'année qu'à partir du 10 avril, Lofi Girl avait proposé une surprise qui devrait provoquer une tornade dans l'industrie du streaming et de la musique. Moi, je m'attendais à un truc de fou furieux, mais bon, pas non plus... c'est pas non plus si fou que ça, moi je trouve. Selon l'agence, les fans, coucou Graphic Art, selon l'agence, les fans peuvent s'attendre à une expérience immersive qui les rapprochera encore plus de la magie Lofi Girl. Des observateurs assidus ont repéré la lumière bleue, donc celle que je vous ai montrée tout à l'heure, qui clignotait et qui donne un code en morse. Il renvoie vers un site lofiworld.com, lui-même redirige vers une vidéo privée de Lofi Girl, cette fois dans la pièce bleue. Sur un calendrier, la date du 11 avril est entourée, un compte à rebours laisse penser qu'il se passera quelque chose d'important. Donc pour vous résumer, en fait, ce qui s'est passé, c'est que il y a eu une espèce de petite animation, alors elle a disparu, puis après il y a une espèce de petite animation avec un zoom, etc., où en gros on rentre dans la fameuse pièce du fond, celle-ci là, voilà. Et en fait, donc c'est un autre personnage, un autre caractère qu'ils ont créé qui s'appelle je ne sais plus comment, et qui en fait est ni plus ni moins que l'ouverture d'une nouvelle chaîne. Donc voilà, ils proposent en fait un nouveau personnage qui est celui-ci. Je sais plus son nom exact. Et donc là, c'est de la musique, alors ils appellent ça du synthwave. Moi, je suis pas trop calé là-dessus. Mais voilà, en gros, bah, c'était plus ou moins un gros coup marketing, on va dire, pour faire parler de la chaîne et surtout pour annoncer la nouveauté. Est-ce qu'on peut voir? Ben voilà, c'est celle-ci, Synthwave Radio, qui est donc toujours géré par Lofi Girl. Donc c'est un nouveau personnage et une nouvelle chaîne. Donc vous pourrez tester hein, si jamais. Moi j'avoue que je suis plus Lofi Girl que Synthwave, mais voilà, n'hésitez pas à les tester. Ah, Graphic Art, c'est ça. Laure, c'est le nom du personnage, c'est ça? Peut-être, je sais pas. Donc voilà, je voulais vous partager ça parce que c'était un petit article assez léger, mais plutôt en fin de stream, histoire de terminer en beauté. Autre petite chose, dans les événements, sachez que la TwitchCon, donc qui est le gros événement de Twitch, a lieu à Paris. Ça, on le savait déjà, mais surtout, les billets sont en vente depuis hier. Donc voilà, si jamais vous voulez acheter des billets pour aller à la TwitchCon, sachez que ça se passe maintenant. 125 € les 2 jours, 75 € la journée. C'est pas donné, mais c'est quand même un très très gros event. Et voilà, donc il y a beaucoup de choses. Si vous voulez rencontrer un peu les Twitchers et les Twitcheuses, je sais pas qu'est-ce qu'ils doivent mettre, à mon avis, le programme. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un peu de tout. Il y a des jeux de plateau, il y a des rencontres avec les influenceurs et influenceuses, il y a des conférences, il y a plein de choses. Voilà, l'allée des artistes. Donc il y a des gens qui exposent. Rencontre de la communauté, des discussions communautaires, du cosplay, portail des créateurs, des espaces exposants. Voilà, bon, il y a plein de choses. Vous voyez, c'est vraiment un très très gros event, c'est hyper cool si vous êtes fan de Twitch et si vous voulez un petit peu aller rencontrer certaines personnes qui streament.